Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous Customer Success. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'aborder un sujet qui m'est cher, les réseaux d'ambassadeurs. Alors, comment les communautés de champions et les réseaux d'ambassadeurs aident les entreprises dans l'adoption de leurs outils? C'est une question qui nous a été énormément remontée par nos clients. Et pour y répondre aujourd'hui, nous aurons droit à un agenda très rempli et surtout des intervenants de choix. Nous commencerons par une intervention de Louis-Pierre Guillaume, spécialiste des réseaux d'ambassadeurs et des communautés de champions, qui nous expliquera comment les déployer et quels sont les axes majeurs. Nous allons rejoindre du coup Louis-Pierre Guillaume, qui va nous permettre d'ouvrir ce sujet. Louis-Pierre Guillaume, qui est fondateur et directeur de la société Amalté. Bonjour Manel. Bonjour Louis-Pierre, vous allez bien? À écouter en forme, toujours. J'ai une très belle vue sur le soleil, la Seine. Voilà, super. C'est top. Dites-moi Louis-Pierre, pour nos spectateurs qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous représenter s'il vous plaît? Alors, très succinctement, oui, effectivement, je suis le fondateur de Amalté, société de conseil dans le domaine du management des connaissances, avec un focus en particulier sur les communautés de pratique et sur tout ce qui concerne la transfo digitale. Et j'accompagne les entreprises dans ces sujets-là et aussi dans le coaching d'équipe. Et ça fait à peu près, je pense, 25 ans que je suis dans le domaine des communautés et j'ai pas mal écrit sur le sujet, des livres, des articles, et j'étais responsable du programme de communauté et de management de la connaissance chez Schneider Electric pendant plus de 10 ans. Dans ce cas, vous êtes la personne parfaite pour ouvrir le sujet. Et d'ailleurs, je vais commencer avec une question toute simple. Qu'est-ce qu'une communauté, Louis-Pierre? Oh, ça c'est une grande question. Alors, j'ai un petit schéma qui vous montre ça, mais en fait, c'est quoi? Que simplement, c'est un ensemble de membres qui interagissent volontairement de manière régulière, important, régulière, les rituels, dans le but de créer, de partager ou d'apprendre des autres, de créer de la connaissance et d'apprendre des autres, qui partagent un intérêt commun pour une pratique ou un domaine, et tout ça au sein d'un espace d'échange déterminé qui est soit physique, soit digital. Alors, exemple, c'est quoi une pratique ou un domaine? Par exemple, l'amélioration d'un processus dans une usine. On peut imaginer une communauté pour améliorer le processus. C'est pour aussi être la performance commerciale, un segment de marché. J'ai envie d'améliorer le chiffre d'affaires en échangeant des bonnes pratiques sur la vente. Ça peut être un métier, par exemple chef de projet, acheteur, technicien de maintenance. Et puis dans le cadre d'aujourd'hui, c'est effectivement le déploiement et le support d'un nouvel outil comme Microsoft 365, donc un réseau d'ambassadeurs ou de champions. Alors ce petit schéma, il montre que depuis très longtemps, l'entreprise a voulu casser les silos étant les fameuses hiérarchies que l'on peut trouver. Donc on a voulu créer des équipes projets qui étaient transverses aux différentes parties de l'organisation. On a voulu créer des équipes autonomes qui, au niveau local, entre différentes personnes dans différentes parties de la hiérarchie, résolvaient quelques petits problèmes. On a, avec les réseaux sociaux d'entreprise comme Yammer, créé des communautés spontanées où les gens échangent sur des sujets. Et puis, la communauté de pratique, elle, par exemple, autour d'un métier, s'est créée parce qu'il y avait un besoin de transversalité. Et une communauté, c'est pas une équipe, et c'est pas un projet, et c'est pas un groupe de travail. Pourquoi? Parce que même si elle est transverse et qu'elle se donne des objectifs pour elle-même, elle n'a pas d'obligation de résultat ni de pilotage hiérarchique. Les gens décident d'eux-mêmes d'échanger entre eux. Et la communauté, pour ça, est un moyen de valoriser les compétences individuelles et collectives parce qu'ils améliorent leurs pratiques communes. Voilà, rapidement. En très rapide. Vous nous avez cité plusieurs exemples d'utilité d'une communauté, mais qu'est-ce qu'on recherche vraiment à travers la communauté? Pourquoi est-ce qu'on ferait le choix de ce type de fonctionnement? Alors, il y a différents niveaux de choix. Ça peut être pour moi en tant que membre, c'est un peu la valeur, c'est qu'est-ce que je gagne? Comme on dit en anglais, le what's in it for me. Ben, je gagne quoi? De l'entraide. J'ai une question, quelqu'un pourra m'aider. Je peux apprendre des autres, m'améliorer dans mon métier, être meilleur. Je peux améliorer mes connaissances, ma performance sur mon métier. Je peux connaître des personnes nouvelles. Quand je commence dans une entreprise, je peux connaître des gens que je ne connaîtrais jamais sinon. Et en tant qu'expert, pouvoir être meilleur. Après, il y a le niveau entreprise qui est, par exemple, pouvoir casser les silos, permettre de l'échange transverse entre des départements, entre des régions, des pays, pour pouvoir mieux
interagir et donc être plus efficace et que les bonnes pratiques à droite puissent se retrouver à gauche et donc pouvoir comme ça être meilleur globalement ou innover mieux sur des produits. Et puis au niveau, par exemple, client, c'est bénéficier grâce aux communautés d'une entreprise des idées des personnes dans l'entreprise, même en dehors, pour pouvoir améliorer, par exemple, un produit, un service ou autre. D'accord, comme on peut le voir, il y a énormément d'avantages à créer et entretenir une communauté. Mais du coup, pour nos spectateurs qui nous regardent, est-ce que vous pourriez nous donner des indications, des petits tips pour démarrer sa communauté au sein de son entreprise? Alors, les communautés, c'est vraiment, ça repose sur des gens qui sont volontaires, qui sont animés par une conviction profonde. Par exemple, je suis dans un métier ou un domaine et j'ai vraiment envie d'échanger avec les autres, d'améliorer mon savoir, ma connaissance et échanger avec eux. Et donc, c'est fondamentalement, j'ai envie d'être avec d'autres. Donc, ça commence par un petit noyau de personnes qui se disent, oui, on a envie de créer cette communauté de manière transverse avec d'autres personnes. Et donc, on va commencer par une envie. Et cette envie, il faut la matérialiser par ce qu'on appelle une charte qui va définir, voilà ce qu'on veut faire ensemble. Donc, quel est le but de la communauté? Qui on voudrait voir à l'intérieur? Quels sont les bénéfices donc pour moi en tant que membre, pour l'entreprise, pour l'organisation et au-delà pour les clients ou les différentes parties prenantes? Et puis après, une fois qu'on a fait ça, on se trouve ce qui s'appelle un sponsor, donc quelqu'un du métier qui a envie d'être assez haut placé, qui peut être comme ça la personne qui va recommander la communauté, qui va être un peu son référent en termes de au niveau de haut dans l'organisation. Et on a dans la communauté elle-même donc le leader ou la leader qui va animer le groupe, une core team qui va l'aider. Ils auront défini ensemble objectif, ce qu'ils veulent faire avec. Et puis troisième fois, il faut définir ensuite à la fin l'animation, ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des webinaires, des séminaires, écrire des bonnes pratiques? Une fois qu'on s'est mis ça d'accord, l'étape finale, c'est de lancer la communauté, dire voilà, elle existe, venez, elle est ouverte, venez chez nous, venez dans la communauté et profitez-en. Alors ça c'est top, une fois qu'on a cette communauté, vous avez abordé deux rôles importants, à savoir celui de sponsor et de leader. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ils peuvent stimuler l'engagement des membres de la communauté? Alors, le leader, c'est vraiment la personne qui va s'assurer qu'il y ait du rythme, qu'il y ait de l'engagement et qu'il y ait de l'échange entre les membres, qui va vraiment s'assurer qu'il y ait des rituels pour que les membres viennent. Donc, par exemple, ça peut être le leader organise tous les mois un webinaire comme maintenant, de 1 heure, où il y aura différents intervenants qui vont parler de problèmes pratiques, retour d'expérience ou autres, pour qu'il y ait un partage entre les membres. Le leader peut aussi s'assurer que dans Yammer, par exemple, hein, en l'occurrence, qu'il y ait des échanges, que des questions posées soient répondues. Donc, il va trouver des personnes pour répondre aux questions posées. Il ou elle va s'assurer que les speakers auront du contenu à rendre, interagir avec le reste de l'organisation. Le sponsor, lui, c'est différent. Il n'est pas forcément membre de la communauté. Mais le ou la sponsor a vraiment comme rôle de dire, j'y crois, je vous soutiens. Et surtout dans une entreprise où le middle management a du mal à laisser aux gens du temps pour être dans une communauté ou qui a du mal à laisser les gens échanger entre eux de manière horizontale sans passer par le middle management, le sponsor est là pour dire c'est OK d'être horizontal, c'est OK d'échanger, je soutiens. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il vienne vers moi et on va en discuter. Et que D'accord. s'il a besoin d'aide, par exemple, d'argent pour financer, je ne sais pas moi, un séminaire et d'autres, le sponsor dira, j'ai des sous, vous avez besoin de sous, je suis prêt à vous financer. Ça fait toute une équipe finalement qui est là pour organiser et gérer cette communauté. Mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut réussir à faire vivre cette communauté et surtout la faire évoluer dans un monde virtuel et avec des missions qui changent dans le temps? Justement, c'est très dur de le faire dans un monde virtuel parce qu'en fait, on ne voit pas les gens. Quand c'est en présentiel, on voit les gens régulièrement, c'est assez facile. Dans un monde virtuel, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de l'engagement. Donc ça veut dire qu'il faut que la communauté ait une gouvernance qui permettent de faciliter cet engagement, donc il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des règles, par exemple, lors des réunions, il faut qu'il y ait des règles de modération, par exemple, dans le forum, sur ce qui peut être dit ou ne pas être dit, par exemple, il faut qu'il y ait une animation, donc des gens qui soient alors, volontaires soit, mais néanmoins adoubés par l'entreprise, parce que qui dit animer dit avoir un rôle qui prend environ 20% du temps. Donc il faut que le management soit convaincu que ce 20% va être utile pour l'entreprise. Et donc il faut aussi que les membres se disent qu'il y a de la valeur perçue qui feront qu'ils vont être dedans.
Et la valeur perçue, c'est la qualité des échanges qui feront que la valeur sera là. Et la valeur permettra de dire au management, j'y crois, ça marche. Et donc, je suis prêt à payer l'animateur pour les 20% du temps pour justement animer la communauté. D'accord. Merci beaucoup Louis-Pierre pour tous ces conseils, qui d'ailleurs on peut tous les retrouver dans un livre que vous avez récemment écrit, qui s'appelle d'ailleurs Les bonnes pratiques des réseaux, pardon, Qui les guides s'appelle pratiques des le Guide communautés. pratique des communautés, qui a été publié en février. Donc, nous étions 5 éditeurs, 71 contributeurs. Ça fait 250 pages avec des fiches pratiques sur du quoi, du comment. Si vous voulez savoir comment en monter, comment la faire vivre et comment la faire croître, achetez-le. Je ne gagne rien dessus, hein. C'est pour le plaisir. Merci pour tous vos conseils. Merci Louis-Pierre pour cette intervention.